Donc je vais passer la parole maintenant à Emmanuel Doquès, qui est professeur agrégé de droit privé et qui est un des auteurs du droit du travail les plus connus en France. Il a enseigné à l'université Lyon 2 pendant longtemps. D'ailleurs, il est cofondateur d'une université populaire de Lyon. Ça fait un point commun avec le Collège de France. Et il enseigne actuellement à l'université Paris-Nanterre. Alors, il a publié, il est l'un des auteurs de l'un des ouvrages de référence avec lesquels j'ai des liens historiques, qui est le précis Dalloz de droit du travail. Il a également, au moment de la préparation de la loi El Khomri, qui était une sorte d'avant-courrier des réformes Macron, organisé un réseau de juristes, enfin au niveau national, pour dire oui, chiche, simplifions le code du travail, mais sans forcément aller dans le sens d'une diminution des droits des travailleurs. Et cette espèce de contre-projet de réforme du code du travail, très allégé, enfin, a été publié aux éditions Dalloz sous une couverture qui est la même à peu près que celle du vrai code du travail. Donc c'était un exercice doctrinal intéressant et je vous recommande tous de lire, parce que sur beaucoup des questions que nous avons évoquées, par exemple sur le statut de l'ubérisation, il y a des réponses qui vont avec toute la concision de la rédaction d'un article, puisque vous avez légiféré, Emmanuel, sur à peu près tous ces sujets. Donc, oui, alors, je dis quand même un mot, parce que vous êtes aussi l'auteur est-ce que je peux dire de romans enfin, de littérature, en tout cas. Notamment, vous avez publié Un voyage en misarchie, qui est un essai pour tout reconstruire, qui est paru aux éditions du Détour, en 2017, c'est ça. Donc, Emmanuel, vous allez nous parler de décomposition et de recomposition du droit du travail et de ses maîtres. Donc, je vous passe la parole. Merci. Je voudrais d'abord dire mon plaisir d'être ici et remercier pour l'invitation qui m'a été faite. Et quant au sujet, finalement, il s'agit de parler de travail et de pouvoir, ce qui est assez banal pour un spécialiste de droit du travail, puisque quand on parle de travail et de pouvoir, on est à la définition même du droit du travail et on est à sa raison d'être aussi. Et donc, on est au cœur de son objet. Et pourtant, quand on parle de travail et de pouvoir, on utilise tout de suite deux mots qui sont habituellement connotés de manière un peu négative. Tellement qu'il est fréquent de rêver la disparition de l'un comme de rêver la disparition de l'autre. Ne plus travailler, ne plus être soumis. On a évoqué d'ailleurs hier ces deux espérances, et vous savez que les êtres humains ont une petite tendance parfois à prendre leur désir pour des réalités. Il me semble en tout cas que si on regarde les concepts du droit du travail tels qu'ils ont été construits, le travail n'est pas menacé de disparition, même à moyen terme, et malheureusement le pouvoir non plus. Sur le travail, il faut comprendre que le droit du travail a une conception du travail qui est très peu définie. Il y a une espèce de volonté de tout régir, vous savez, de toucher un peu toutes les activités. Et dès lors, bien sûr, il est né sur le travail industriel. Donc on était dans cette optique-là au départ, mais très vite, il s'est élargi à toutes les sortes d'activités. Et de ce fait-là, finalement, on a fini par définir plus ou moins le travail, non pas par la nature de l'activité, mais plutôt par son contexte économique, son contexte de rétribution économique, plutôt par le salaire finalement que par l'activité elle-même. Et il n'y a guère d'activité qui ne puisse pas être qualifiée de travail pour peu qu'elle soit faite contre salaire. Donc, de ce point de vue-là, parler en droit du travail de la disparition du travail, ce serait parler de la disparition des activités humaines, ce qui est vraiment post-apocalyptique.
est assez peu probable. Dire que ces activités humaines vont disparaître, ça n'a pas beaucoup de sens. Et dire qu'elles finiraient par ne plus être incluses dans des rapports marchands et donc ne plus être rétribuées, d'abord, je pense que ce serait pas souhaitable. Et ensuite, même si on a une concurrence de la robotique dans tous les domaines, je crois que l'activité humaine rétribuée a encore de beaux jours devant elle. Donc, je ne suis pas très inquiet de ce point de vue-là. Et c'est probablement plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne le pouvoir, bien sûr, on a les entreprises libérées, le rêve des œuvriers indépendants qui viendraient remplacer le travailleur subordonné. Je ne crois pas que notre époque soit vraiment à cela. Si on regarde notre temps, on a plutôt la sensation, peut-être pessimiste, d'une montée d'une certaine forme d'autoritarisme. Alors, au niveau des États, ça apparaît relativement clairement. On a parlé de la situation chinoise avec le Social Credit Scoring qui fait apparaître des formes de totalitarisme technologique vraiment nouvelles et vraiment inquiétantes. Mais je voudrais dire juste d'un mot que la pulsion totalitaire n'est pas un monopole des États. La pulsion totalitaire est une pulsion qui est propre à beaucoup de pouvoirs, et particulièrement au pouvoir économique. Et on a pu viser encore hier la question des petits bracelets qu'Amazon a brevetés pour mesurer chacun des gestes et donc pour obtenir un contrôle total sur le corps des personnes. Les méthodes d'évaluation, la gouvernance par les nombres, les big data qui sont parfois des big data de l'entreprise sur ses salariés, qui va tout connaître, comme par exemple Google qui accumule des données sur ses salariés, y compris qui relèvent vraiment de tous les aspects de leur vie personnelle et amicale, sportive. Et puis, avec la tertiarisation du travail, il y a eu cette volonté, évidemment, de contrôler la motivation des personnes, puisque c'était une clé de productivité essentielle. Et contrôler la motivation, c'est un peu contrôler la dévotion, contrôler l'âme. Vous voyez, c'est pas seulement le contrôle du corps par le bracelet d'Amazon, c'est aussi la volonté d'une véritable dévotion vis-à-vis de l'entreprise. Et on a parlé d'éventuelles dérives sectaires de certaines entreprises. En fait, d'ailleurs, s'il y a une dérive autoritaire des États et une dérive autoritaire de certains types d'entreprises, on peut parfois parler de possibles corrélations. C'est-à-dire que je ne crois pas que les phénomènes de pouvoir soient sans lien les uns avec les autres. Et les habitudes d'obéissance qui se prennent éventuellement au travail peuvent donner une propension à la soumission aussi dans la sphère civile et politique. Et donc, bref, tout ça pour dire que la disparition du pouvoir ou même sa réduction importante, c'est quelque chose qui peut être espéré, naturellement, mais dont la réalisation actuelle n'est pas tout à fait évidente. Alors, face à ça, quelle réaction juridique Quelle réaction juridique Le premier réflexe, qui est le réflexe rationnel, qui est le réflexe normal, c'est d'essayer de réfléchir aux nécessaires adaptations du droit face à l'évolution des temps. Le droit du travail est face à des défis, et donc il faut essayer de voir comment est-ce que le droit du travail pourrait s'adapter, en quelque sorte, à ces défis. Cet effort-là, cet effort d'adaptation, il existe, il est important, il porte des fruits, et on peut dire qu'il remporte parfois de beaux succès. Donc, c'est la face positive de mon exposé. Simplement, il semble que parfois, et le droit ne cherche pas à s'adapter. S'adapter, c'est un rapport au réel, c'est quelque chose comme le droit, bien sûr, n'est toujours quelque chose d'un peu abstrait, mais qui a parfois une quête d'adéquation au réel, une quête d'utilité par rapport à la société telle qu'elle existe pour de vrai. On parle parfois de recherche de réalisme, même si, bien sûr, ce réalisme est toujours un peu limité.
Mais c'est un effort, disons un effort de réalisme. Et cet effort-là n'est pas toujours l'effort que fait le droit. Parfois oui, et il faut s'en féliciter. Mais dans d'autres cas, on a l'impression que le droit s'efforce d'être irréaliste. Il s'efforce d'être une falsification. Alors, c'est plus inquiétant. Et dans un troisième type de cas, je m'excuse, je suis français et je vais faire un plan de 3 parties, ce qui est assez choquant. Dans un troisième type de cas, il me semble que c'est encore autre chose que l'irréalisme. Dans certains cas, le droit semble curieusement se retirer, se soumettre à des puissances qui lui sembleraient d'essence supérieure et qui seraient au-delà de ce que le juridique peut approcher. Et ces 3 réactions du droit méritent qu'on en dise quelques mots, parce qu'elles existent, à mon avis, simultanément et de manière absolument contradictoire, naturellement, puisque ce sont 3 logiques tout à fait différentes. La première, l'adaptation, commençons par les belles choses. On a, en droit français notamment, mais c'est présent dans la plupart des pays, on a des lieux juridiques, des questions juridiques qui sont particulièrement propices à cette recherche d'adéquation du droit du pouvoir au pouvoir réel. Et le droit est parfois assez bien armé. J'ai utilisé le mot maître dans le titre. J'ai utilisé le mot maître parce qu'il est formidablement polysémique. En fait, c'est un terme juridique. C'est aussi un terme social, bien sûr, mais c'est un terme juridique. Vous avez les maîtres et les commettants de l'article 1242, alinéa 5, qui parle de cette puissance sur les personnes, mais vous avez aussi le maître d'œuvre, celui qui a la connaissance et qui va, de ce fait-là, diriger le travail, mais parce qu'il est le sachant. Vous avez le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage, c'est celui pour lequel le travail est fait. Et comme c'est celui pour lequel le travail est fait, lui aussi va exercer une forme de puissance sur le travail. Vous avez aussi la maîtrise d'une chose, qu'on parle des choses sans maître, et vous avez aussi le lien de propriété. Donc vous voyez, le mot maître, lorsqu'il se décline, montre qu'en fait le droit bénéficie d'un outillage conceptuel assez riche pour essayer d'appréhender les concepts de pouvoir. Alors évidemment, en droit du travail, nous, on a la subordination. La subordination qui est définie de manière comparativement relativement pauvre, finalement. C'est l'arrêt Société Générale, là, je parle dans un public qui connaît tout ça, c'est de 1996, une trilogie entre le pouvoir de direction, le contrôle, la sanction, qui est un peu monobloc. Mais cette définition, ce que je voulais dire, est appliquée de manière très réaliste. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la preuve de la subordination, alors on rentre dans un travail d'une très grande finesse et une vraie recherche d'adaptation au réel qui est tout à fait exprimée déjà dans les années 80, dans l'arrêt Laban. Récemment, il faut citer l'arrêt Tekitisi qui parle des livreurs à vélo par l'intermédiaire de plateformes informatiques et qui perpétue cette tradition de réalisme et d'attention à l'évolution du monde. Et je pense que cet arrêt est particulièrement remarquable, notamment parce qu'il cite la géolocalisation comme indice de subordination. Et effectivement, ça en est. Donc on voit bien que les nouvelles technologies, lorsqu'elles sont utilisées comme moyen de contrôle, peuvent tout à fait s'intégrer dans cette recherche d'adaptation, dans cette recherche de réalisme, qui va nous permettre de prendre en compte les nouvelles formes technologiques de pouvoir, et c'est tout à fait important quand on a vu ce que le despotisme technologique pouvait créer. C'est pas du tout le seul cas de réalisme qu'on peut trouver dans la jurisprudence. Il y en a de très grand nombre. L'un sera très intéressant à suivre. C'est un grand procès qui va avoir lieu bientôt, au printemps, qui est le procès de l'affaire Orange. Alors cette fois-ci, c'est l'idée selon laquelle l'optimisation managériale est quelque chose qui n'est pas en dehors de la possibilité pour le droit d'une réaction. C'est-à-dire que l'optimisation managériale, on sait qu'elle peut produire, dans certains cas un peu pathologiques, des formes de violence ou des formes de brutalité très grandes. L'affaire France Télécom Orange en était un exemple, avec une épidémie de suicide, c'était il y a déjà un certain temps. Et tout ça va finir par un procès pénal, finalement.
Et donc, l'optimisation managériale dont on a parlé, cette optimisation managériale peut mériter la qualification juridique, dans certains cas, de harcèlement moral, ou même peut-être de violence morale en bande organisée. Donc, vous voyez, on a de vieilles qualifications juridiques, enfin vieilles pour la deuxième et plus récentes pour la seconde. On a des qualifications juridiques qui se révèlent très puissantes et donc capables de réagir à quelque chose qui est relativement neuf, à savoir une forme de néo-management idéologique brutal. Donc voilà, tout ça pour dire que dans certains cas, vous voyez, le pouvoir peut être reconnu, respecté, dans une certaine, bien sûr, ça va avec la reconnaissance, mais régulé, limité et recherché dans sa réalité. Malheureusement, il ne s'agit pas de la seule façon pour le droit d'appréhender la question du pouvoir. Dans certains cas, le droit est volontairement irréaliste, volontairement mensonger. Alors, le plus gros exemple, c'est celui qui nous vient du droit des sociétés et qui nous vient de la fiction de la personne morale, qui est un outil à destruction de la première partie de mon propos. Tout le droit du travail est fragilisé par le caractère fictif, complètement fictif, des personnes morales. Alors, c'est une fiction utile, hein, la personne morale, il ne s'agit pas de revenir dessus, ça sert vraiment à beaucoup de choses, c'est très pratique, mais c'est totalement fictif. Vous pouvez créer des personnes morales sans qu'aucun jugement de réalité ne vous soit demandé, à aucun moment. À aucun moment, on ira vérifier que votre organisation de papier correspond à une organisation réelle. Vous pouvez déclarer votre organisation de papier tout à fait librement, et dans un droit qui est le droit des sociétés, qui est tout à fait dérégulé, et on peut faire vraiment absolument tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que si on accorde foi à tout et n'importe quoi, eh bien tout naturellement, les règles du droit du travail cessent de s'appliquer. Elles cessent presque totalement de s'appliquer. Vous avez la négociation collective, mais si vous n'avez pas un interlocuteur réel et un interlocuteur de papier, ça n'a plus de sens. Si vous avez la consultation des représentants du personnel, mais pareil pour l'interlocuteur, la justification du licenciement, oui, mais si les décisions viennent de tout à fait ailleurs que la décision... Bref, en fait, tout le droit du travail devient un espèce d'ensemble de papier, de chiffons, à partir du moment où on accorde une foi irrépressible à cette personnalité morale. Pour cette raison, d'ailleurs, fut un temps, le droit du travail était plutôt pionnier dans l'effort de percer le voile, dans l'effort de trouver derrière toutes ces formes juridiques le pouvoir réel. Alors, ça a été l'époque de l'invention de l'unité économique et sociale, ça a été l'époque de l'invention des co-employeurs. Bon. Depuis une dizaine d'années, on a une régression qui est fascinante pour l'observateur que je suis, avec la destruction presque totale du concept de co-employeur, avec une interprétation formidablement restrictive de l'unité économique et sociale. Je ne parle même pas de la fraude qui n'est pas applicable dans certains cas. Bref, comme si un effort avait été fait, non plus cette fois-ci d'adaptation, mais un effort de mensonge, vous voyez ce que je veux dire, un effort de renforcement du faux. Alors ça, c'est très, très, très curieux. Alors, bon, il ne faut pas finir sur une note aussi pessimiste que ça. Alors, juste pour faire remarquer cette chose-là, vous comprenez qu'il y a deux droits, donc il y en a un qui encadre le pouvoir et l'autre qui permet de mentir sur le pouvoir. Donc celui-ci détruit cela, et quand on a les deux dans le même système juridique, qu'est-ce que ça veut dire? Que le droit est hypocrite, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on pourrait le faire de façon positive en disant il se tire une balle dans le pied par... Le conflit idéologique. Oui. Il se tire une balle dans le pied par mégarde. Ou alors est-ce que... Oui, bien sûr, c'est un conflit idéologique, je finirai là-dessus, mais il me faut mon 3, je suis d'accord. Bien sûr que c'est un conflit. Et en fait, le droit se contredit. Il se contredit parce qu'il contient plusieurs pensées en même temps. Et c'est normal, le droit a toujours fait comme ça. Il a toujours tout contenu plusieurs pensées en même
Pour dire qu'il se pourrait que la jurisprudence sociale soit en train d'évoluer un petit peu, j'ai un arrêt du 21 novembre 2018 qui semble se réouvrir un petit peu sur l'unité économique et sociale. Donc, ne soyons pas si pessimistes que ça. Il se pourrait que la jurisprudence revienne à ce qui était sa tradition, à savoir un certain réalisme. Enfin, il y a une troisième attitude dont je voudrais dire vraiment quelques mots rapides, et qui est la plus effarante, qui est vraiment présente simplement à l'état de trace dans la jurisprudence française, mais qui est dominante dans la jurisprudence de l'Union européenne. C'est l'idée selon laquelle le pouvoir patronal, le pouvoir économique, serait d'essence supérieure. Alors, on a beaucoup dit que ce serait d'essence supérieure aux droits fondamentaux du travailleur, d'essence supérieure aux droits fondamentaux du travailleur. Je crois pas. Je crois qu'on n'en est plus tout à fait là. Alors, j'ai fait référence, bien sûr, à la jurisprudence Viking Laval, que vous avez reconnue immédiatement, et à toutes ses suites. Mais donc, on aurait les droits fondamentaux, liberté d'entreprise qui seraient supérieurs aux droits sociaux dans leur application. J'ai l'impression qu'en fait, ça va un petit peu plus loin. On a des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, comme l'arrêt Michaniki, déjà, le 16 décembre 2008, ou plus récemment, l'arrêt Samira Arbita du 14 mars 2018, qui sont des arrêts dans lesquels la liberté d'entreprise est présentée comme supérieure, non plus à des libertés du droit social, mais à des libertés de première génération. Dans le premier arrêt Michaniki, il s'agit de montrer que la liberté d'entreprise peut être supérieure à la liberté de la presse. Et dans l'autre, très clairement, elle est traitée comme supérieure, la liberté d'entreprise, à la liberté de religion. Donc, nous avons là quelque chose de très intéressant et d'un petit peu effrayant quand on voit un pouvoir économique qui s'affiche comme supérieur à l'ensemble des droits fondamentaux. Lorsqu'on est supérieur à l'ensemble des droits fondamentaux, en fait, on commence à se situer en dehors du droit. Vous comprenez? Si vous êtes supérieur à ce qu'il y a au-dessus, c'est une sorte d'échappatoire, finalement, à la règle juridique. Alors, on pourrait en faire une lecture à la Cour suprême Lochner, vous voyez ce que je veux dire. Lochner, Cour suprême des États-Unis, l'idée selon laquelle les droits fondamentaux de la personne sont supérieurs à toute création de droit social, parce que la liberté de contracter ne saurait être limitée. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Dans la jurisprudence Lochner, vous aviez deux co-contractants égaux qui venaient protester du fait qu'on limitait leur liberté de contracter et qu'on voulait empêcher le travailleur de travailler 12 heures par jour, qu'on voulait empêcher l'employeur, et après tout, c'était leur liberté. Ce n'est pas du tout ce cadre-là, dans cette jurisprudence européenne citée. Il n'y a pas de fiction, de disparition du pouvoir. Pas du tout. C'est même lorsqu'il y a exercice du pouvoir, et même sous condition d'exercice du pouvoir, que les droits fondamentaux reculent. Par exemple, dans l'arrêt Samira Arbita, c'est à la condition de l'usage du pouvoir réglementaire dans un règlement intérieur qu'une clause de neutralité peut être imposée, réduisant la liberté de religion. Donc, en fait, vous avez une conditionnalité d'existence du pouvoir pour faire reculer les droits fondamentaux. C'est donc quelque chose d'assez différent. Donc, on n'est pas dans un conflit vraiment, même si c'est présenté comme ça, dans un conflit de droits fondamentaux, on est dans l'expression d'un pouvoir qui s'affiche comme supra-juridique d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose d'un peu plus inquiétant. On en a des traces, y compris dans la jurisprudence de la Chambre sociale. Mais vraiment des traces. Je vous cite juste deux solutions de justice. L'une, c'est l'arrêt du 1er juillet 2009, qui concerne le harcèlement moral. C'est la situation dans laquelle vous avez une personne qui est victime de harcèlement moral. Tout le monde le reconnaît. La question n'est pas discutée. Est-ce qu'il est victime de harcèlement moral? La réponse, c'est oui. Oui. Et cette personne voudrait en même temps conserver son emploi. Vous savez, les gens sont très ambitieux, ils en veulent toujours plus. Bon. Et donc, plutôt que de s'enfuir, comme font habituellement les victimes de harcèlement moral, elle décide d'agir en référé pour demander que son harceleur soit écarté et que son harceleur soit muté pour qu'elle puisse continuer à exercer son emploi. Est-ce que l'employeur qui ne fait rien face au harcèlement moral est fautif?
Absolument, c'est incontestable. Tous les textes prohibent le harcèlement moral et l'employeur doit tout faire pour empêcher les situations de harcèlement moral. Il doit même les prévenir. Et la Cour de cassation de citer les textes qui prévoient tout ça et de dire le comportement de l'employeur est totalement illégal et de manière absolument évidente. Évidemment qu'il devrait protéger la personne harcelée et écarter le bourreau. Juridiquement, la question ne se pose pas. Cependant, je cite l'arrêt de 2009, cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail. Vous voyez, c'est le repli face au pouvoir. Tout ce que fait l'employeur est parfaitement illégal, mais il n'entre pas dans mes fonctions. Hélas, c'est hors droit. C'est une vraie curiosité. On a d'autres décisions, assez peu heureusement, qui vont dans ce sens-là. Notamment, il est prohibé en France de faire grève contre l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Si le pouvoir disciplinaire de l'employeur est exercé de façon trop brutale, inacceptable, et que les salariés se mettent en grève contre un certain exercice du pouvoir disciplinaire, on qualifie ça de grève de solidarité interne, et on considère que la grève est illégale. On dit, mais c'est même pas une grève. Donc on voit qu'il reste quelque chose du pouvoir disciplinaire sacro-saint, hors droit, dans nos systèmes, même si on a abandonné depuis longtemps l'employeur seul juge, on voit qu'il reste comme ça quelques traces. Alors ce que je voudrais dire, et pour conclure, c'est que ces trois choses sont complètement contradictoires naturellement. Normalement, vous ne pouvez pas faire les trois en même temps. Si le pouvoir est hors droit, vous ne pouvez pas être en train de le réguler, ce que l'on fait, parce qu'on le fait aussi. Donc les trois coexistent et effectivement les trois visent des pensées politiques et juridiques très différentes. Certaines sont plus démocratiques. La dernière est peut-être un peu teintée de féodale. La précédente, enfin bon, sur les fictions, chacune existe et ça s'empile dans une espèce de relatif chaos, ce truc-là. Mais c'est comme d'habitude. Le droit est construit de strates qui ont été faites successivement et qui sont faites d'ailleurs pas forcément par les mêmes personnes, et chacune de ces strates répond à une certaine pensée politique. Et les pensées politiques sont contradictoires, et donc le droit est porteur de pensées politiques contradictoires, ce qui est plutôt une bonne chose en fait. En revanche, ce qui me semble inquiétant, c'est lorsqu'on observe le développement de certains des aspects que je viens de noter, et notamment des deux derniers. Les deux derniers se sont développés assez fortement. Alors, pour le dernier, c'est plutôt au sein de l'Union européenne. Pour le précédent, c'était plutôt la jurisprudence française qui renforçait le voile. Mais quand on voit ces deux derniers aspects, on voit qu'ils montent. On voit en fait quand même le développement d'un certain monde qui grandit. Et quel est ce monde-là? Eh bien, ce monde-là, c'est la libération des appétits les plus avides qui sont en train non seulement de générer du despotisme dans certaines entreprises, mais qui sont aussi en train de détruire la planète et de fracturer très profondément notre société. Donc, si je devais faire un plaidoyer, je plaiderais pour la première partie, celle d'un droit qui reconnaît le pouvoir, qui régule le pouvoir, qui limite le pouvoir. Et si j'avais une envie de cohérence, ce serait plutôt dans la disparition des deux derniers qui sont très profondément destructeurs de nos sociétés. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, cher Emmanuel. Il y aurait matière à ouvrir une large discussion sur l'actualité du droit du travail français, où on verrait miroiter les divergences d'interprétation. Je ne suis pas sûr de partager votre point de vue sur l'arrêt sur le voile, par exemple. Je pense qu'on pourrait très bien le classer dans votre première catégorie, qui est une régulation du pouvoir. Mais c'est un sujet qui entraîne tellement de passion que je ne voudrais pas l'aborder avant le déjeuner. Par ailleurs, ce qui m'a frappé dans votre exposé, on pourra faire le lien avec les exposés suivants sur les anciens pays industriels,
c'est à quel point, au fond, c'est la jurisprudence que vous voyez comme le bon thermomètre de l'évolution du droit du travail, dans un contexte où ce qui a secoué l'actualité du droit du travail ces dernières années, et d'ailleurs vous avez contribué à alimenter ce débat, c'était les volontés de réforme législative qui sont à peu près absentes. Alors peut-être juste cette question, est-ce que vous pensez qu'au fond, c'est l'écume, ce que fait le législateur, que l'état profond se situe à la Cour de cassation ou... Non, j'avais des exemples législatifs. Typiquement, par exemple, sur le renforcement de la personne morale, on a dans les ordonnances Macron des dispositifs qui visent à interdire aux juges d'aller regarder au-delà des frontières pour la justification du licenciement économique. Et donc, il y a bien un renforcement d'une volonté de mensonge, d'hypocrisie et ou de fiction qui s'exprime chez le législateur, naturellement. Donc, il y aurait beaucoup à dire. J'avais quelques autres exemples législatifs qui viennent effectivement aller dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai retenu plutôt mes exemples jurisprudentiels, mais les exemples législatifs auraient été bienvenus aussi. Très bien. Ils pourront venir dans la discussion. Donc, on va prendre une pause déjeuner